Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger ensemble le sujet de brevet de métropole de la série générale de 2019 de la session de septembre. Le sujet du brevet est disponible en format PDF dans le descriptif de cette vidéo. Répondons dans un premier temps à la question numéro 1. On vous demande, en vous aidant du document 1, d'indiquer parmi la liste des formules chimiques ci-dessous celle des deux principaux composants de l'air non pollué. On va donc utiliser le document 1, sur lequel il est inscrit que le dioxygène est présent à hauteur de 21% dans l'air et le diazote à hauteur de 78%. Ce sont donc les deux principaux gaz présents dans l'air. Les formules chimiques du diazote et du dioxygène sont respectivement N2 et O2. Répondons maintenant à la question numéro 2, dans laquelle on vous demande, sans recopier le diagramme de conversion d'énergie, d'affecter à chaque numéro une forme d'énergie en choisissant parmi les termes qui vous sont proposés. Lors de la combustion de l'essence, il est bien indiqué que l'énergie chimique libérée est en partie convertie en énergie cinétique et que le reste est perdu sous forme de chaleur. Au numéro 1, on attribuera donc l'énergie chimique, puis le moteur de voiture, qui est notre convertisseur, va convertir cette énergie chimique en énergie électrique, qui sera donc notre énergie utile, mais aussi en énergie thermique, c'est notre énergie dissipée. Passons maintenant à la question numéro 3 dans laquelle on vous demande d'utiliser le document 2 et de proposer un protocole expérimental qui permette de mettre en évidence la production de dioxyde de carbone obtenue lors d'une combustion. Votre réponse doit être accompagnée par des phrases et des schémas justement qui illustrent l'expérience réalisée. D'après les documents, on voit qu'il est possible d'identifier le dioxyde de carbone en utilisant de l'eau de chaux. Cette dernière va se troubler en présence de dioxyde de carbone. Pour notre expérience, on aura besoin de l'ensemble des composés et du matériel de chimie qui est ici entouré en rouge dans le document 2. Voyons maintenant quel sera notre protocole expérimental. On va dans un premier temps verser de l'eau de chaux dans un bécher, puis en verser dans un tube à essai sur une hauteur d'environ 2 cm. On va ensuite placer au-dessus d'une bougie allumée un entonnoir qui sera retourné avec à son extrémité un tuyau souple. On va ensuite placer ce tuyau souple dans l'eau de chaux qui est présente dans le tube à essai et enfin on va observer. Voici maintenant les schémas de notre expérience. On a au départ de l'eau de chaux dans le tube à essai qui est totalement transparente. Après quelques secondes, on observe que cette eau de chaux s'est troublée. Cela signifie que du dioxyde de carbone a bien été produit lors de la combustion de la cire qui compose la bougie. Passons maintenant à la question 4 où il est question de l'ozone de formule O3 qui est un gaz polluant. Ce dernier se forme par une transformation chimique entre le dioxyde d'azote NO2 et le dioxygène O2 en présence de lumière du soleil. À la question 4a, on vous demande de donner les compositions atomiques des molécules de dioxygène et d'ozone et dans la question 4b, de montrer que l'équation chimique qui est proposée respecte bien la conservation des atomes. Répondons dans un premier temps à la question 4a. Il est indiqué dans l'énoncé que la formule chimique de l'ozone est O3 et que celle du dioxygène est O2. La molécule de dioxygène est donc composée de 2 atomes d'oxygène, tandis que celle d'ozone est composée de 3 atomes d'oxygène. Répondons maintenant à la question 4b. Pour rappel, l'équation chimique modélise une transformation chimique. Elle doit être équilibrée, c'est-à-dire que les atomes qui sont présents dans les réactifs doivent se retrouver du côté des produits. On dira qu'il y a conservation des atomes. Vérifions que l'équation chimique proposée dans l'énoncé est bien équilibrée. Pour rappel, à gauche de la flèche qui modélise le sens de la transformation chimique, on retrouve les réactifs. À sa droite, on retrouve les produits. Comptons maintenant le nombre d'atomes d'azote et d'oxygène qui sont les deux seuls atomes présents du côté des réactifs. On a un atome d'azote qui provient de la molécule de dioxyde d'azote et au total 4 atomes d'oxygène. 2 qui proviennent de la molécule de dioxyde d'azote et 2 de la molécule de dioxygène. Du côté des produits, on retrouve bien un atome d'azote et 4 atomes d'oxygène. On en conclut que l'équation chimique proposée est bien équilibrée puisqu'elle respecte la conservation des atomes. Intéressons-nous maintenant à la question numéro 5 dans laquelle on vous demande de déterminer la distance qui sépare le lidar de la zone analysée. On va dans un premier temps surligner toutes les données importantes de l'énoncé. On vous dit que le signal émis se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde et qu'il met 3 microsecondes pour aller jusqu'à la zone analysée et revenir au récepteur.
On va donc commencer notre explication par une phrase d'introduction. On cherche la distance entre le lidar et la zone analysée. Pour ce faire, on va utiliser la formule D égale V fois T. La vitesse dans l'énoncé est exprimée en km par seconde. Cela signifie nécessairement que la distance sera exprimée en kilomètres et que le temps doit être exprimé en secondes. Précisons maintenant les données. La vitesse du signal est égale à celle de la lumière, elle est égale à 300 000 km par seconde. Voyons maintenant à quoi est égal le temps. Il est précisé que le signal met 3 microsecondes pour finalement faire un aller puis un retour. Ne voulant ici que la distance entre le lidar et la zone analysée, il faut diviser ce temps par 2. On trouve donc 1,5 microsecondes. Sauf que notre temps doit être exprimé en secondes. On va donc utiliser l'outil qui est précisé dans l'énoncé, à savoir que 1 microseconde est égale à 10 puissance moins 6 secondes. On en déduit que t est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 6 secondes. On va donc maintenant pouvoir effectuer notre application numérique. D est égal à 300 000 fois 1,5 fois 10 puissance moins 6, ce qui, à la calculatrice, est égal à 0,45, attention à l'unité, km. On en déduit que la distance qui sépare le lidar de la zone analysée est de 0,45 km, soit 450 mètres. La correction de ce sujet de brevet est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.